Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché, on va préparer notre semaine et pas n'importe quelle semaine. On aura la décision sur les taux d'intérêt, le discours également de Jérôme Powell. Donc on verra tout ça en détail. On va voir qu'est-ce qu'il faut surveiller, se méfier de la volatilité. On fera une analyse d'Ether, de certaines altcoins. Voilà, une revue comme chaque début de semaine où on prépare tout simplement notre semaine de trading. Alors avant que je commence, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. J'ai relancé un concours où vous pouvez gagner 200 $. Donc voilà, c'est assez rapide, hein. Vous allez sur le Discord dans concours, vous suivez les différentes règles pour y participer qui sont très simples et vous serez tiré au sort pour potentiellement gagner la récompense. Donc voilà, pour ça, ça se passe dans le Discord en cliquant sur le premier lien en description. Alors, ouais, une semaine qui va être très mouvementée. On le voit déjà hein, dès ce lundi, pas mal de volatilité, ok, où on voit qu'on a été chercher les plus hauts depuis vendredi avec cette mèche-là. On a été chercher également les plus bas. Donc, on a une semaine où ça va être mouvementé. Pourquoi? Parce que ici, on arrive sur la décision des taux d'intérêt, surtout le discours de Jérôme Powell qui va arriver dans 2 jours et 1 heure. Donc, ça se passe mercredi, ok. Et en fonction des taux, déjà, en fonction des baisses des taux, est-ce qu'il va y avoir une baisse des taux, est-ce qu'il va y avoir deux baisses des taux? Ça déjà, c'est une première chose. Quel va être le ton de Jérôme Powell? Tout ça, c'est des choses qui vont créer de la volatilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marché actuellement price à 94% une baisse des taux et à 6% deux baisses des taux. Donc, le plus probable, comme je l'ai dit, c'est qu'on ait une baisse des taux. Maintenant, honnêtement, ce qu'il va falloir surtout surveiller, c'est le discours de Jérôme Powell. Pourquoi? Parce que pour les fins d'année, ok, on attend, donc fin d'année, donc les prochaines décisions, hein, le 29 octobre, le 10 décembre, voilà, on attend d'avoir au moins 3 baisses des taux pour cette fin d'année, potentiellement 4 hein, si on continue d'avoir des chiffres qui sont intéressants. Et ça, en fonction de Jérôme Powell, ce qu'il va dire, il va rassurer, est-ce qu'on va avoir 3 baisses des taux ou pas? Ça va dépendre de son comportement. Pour moi, là, il va se mouiller. C'est fini la période où il disait, oui, on attend des données, oui, l'inflation, c'est pas trop, c'est compliqué de se prononcer. Pour moi, là, on est sur la rentrée, mois de septembre, pour moi, il va créer de la volate en fonction de ce qu'il va dire. Et surtout, c'est souvent en fonction des questions qu'il va répondre, ça va créer de la volatilité. Donc ça, il faudra voir, est-ce qu'il va être rassurant ou pas sur ces potentielles 3 baisses des taux. Parce que actuellement, le marché price 3 baisses des taux, voire 4. Si on a des annonces qui tombent, ou même un Powell qui n'est pas rassurant, on peut repricer et avoir un repricing et pricer par exemple que 2 baisses des taux, ce qui serait vraiment bearish pour le marché. Donc ça c'est mercredi, c'est pour ça qu'on a une semaine qui est très chargée, honnêtement, va falloir être prêt. Attention comme je l'ai dit à la volatilité, moi je vais être très méfiant là-dessus, je vais surtout faire de l'intraday cette semaine et ne pas avoir des positions qui durent trop longtemps avec des stop loss qui vont être pas spécialement serrés et me méfier des zones de liquidité qu'on pourrait aller chercher. Donc on va préparer nos semaines, on va voir les différents niveaux comme d'habitude. Moi ce que j'aime faire en début de semaine, c'est toujours de surveiller les points pivot weekly, les nouveaux qui sont créés tout simplement. C'est le taf qu'on fait ensemble hein, chaque semaine, ça nous permet tout simplement d'avoir ici une bonne visualisation des niveaux importants. Alors point pivot weekly de cette semaine, 114 170 $. On a ici 111 728 et ensuite on a les 117 730. Et je vous rappelle, hein, les points pivots monthly, on en a un à 113 300 et un à 119 000 $. Et après le plus bas, il est ici aux 102 000 $. Donc ça nous permet tout simplement d'avoir des zones de localisation et d'avoir de bonnes zones au cas où on y va pour potentiellement chercher des longues ou des shorts en fonction de si on évolue au-dessus ou en dessous. Je vous rappelle, c'est un indicateur que vous pouvez ajouter. Ici, vous avez les tunnels Vegas ainsi que les points pivots que vous pouvez tout simplement ajouter à votre graphique. Donc ça, voilà, c'est des niveaux qui peuvent être intéressants à surveiller cette semaine si on y vient. Maintenant, le BDC, comme on l'avait vu au moment de la réintégration de ce niveau de résistance qui maintenant fait office de support, on avait de grandes chances d'aller chercher l'extrémité prochaine, la prochaine zone de résistance qu'on a atteinte ici en 116 500, 117 000 $, où on est en train de poser un top. On voit qu'on a une petite réaction vendeuse avec ici une sorte de range hein, qu'on essaie de casser vers le bas. Alors on est quand même dans une bonne zone de localisation vu qu'on est au niveau du tunnel 1 heure. Par contre si on perd ce tunnel, il y aura de grandes chances de revenir chercher l'extrémité opposée. Dans tous les cas, une semaine où il va y avoir de la volatilité, c'est ici où pour moi il faut faire le taf d'être présent devant les graphiques, pas spécialement pour trader, mais pour ceux qui débutent, d'enregistrer de la data en vous, d'accord? Votre cerveau, c'est comme ça qu'il agit sur les marchés. Plus vous allez enregistrer de la data, c'est-à-dire, c'est quoi de la data? C'est, ok, comment
comment le marché va se comporter, quand on a des annonces économiques, comment le marché se comporte, quand on a du repricing de certaines annonces, quand on a des changements, bref, peu importe. À chaque fois qu'on a des données, ok, c'est votre cerveau, il doit enregistrer cette data. Et plus il enregistre cette data, plus vous allez acquérir de l'expérience et plus vous serez à l'aise sur les marchés. D'accord? Donc c'est une semaine pour moi qui est très importante, surtout pour acquérir de la data. Voilà, ça c'est quelque chose de très important, c'est voir comment le marché va se comporter. Bien sûr, il va y avoir de la volatilité, il y aura des setups qui vont pouvoir s'exécuter. Moi, je vais prendre des trades potentiellement si bien sûr j'ai des choses qui s'enclenchent, mais c'est surtout, même si je n'ai pas de trade qui s'enclenche, ok, je vais quand même être devant les graphiques comparé à des fois, si j'ai pas de setup qui s'enclenche, je reste pas spécialement devant mon graphe à me dire ah bah tiens je regarde, là je vais regarder, même si j'ai pas de setup qui s'enclenche, parce que c'est une semaine qui est très importante et qui va être vraiment décisive pour la suite. Donc, ce qui est probable, c'est qu'on continue à avoir pas mal de volatilité. Et là où il va falloir être prudent, c'est mercredi. Souvent, les journées comme ça, où on attend une grosse annonce, quelque chose de très impactant, c'est possible que le marché ralentisse au niveau de la volatilité. Ok, parce que bah, les investisseurs, les traders ne veulent pas se positionner vu qu'il y a une annonce qui arrive. Du coup, on a comment dire, une volatilité qui est plus faible et ça peut créer des niveaux où on a des stops à aller chercher, des sommets, des creux, etc. Et très souvent, quand on a ce genre de phase, ça arrive très souvent qu'on va chercher d'un côté pour repartir dans l'autre. Ok, qu'on est rapidement sur une bougie, 5 minutes, 15 minutes. Par exemple, je pense à elle, là, à ce niveau-là. On voit au moment, ici, je crois qu'on avait eu des annonces à ce moment-là, jeudi 11 septembre, je ne sais plus ce qu'on avait. On avait peut-être le PCE, je ne me rappelle plus. J'ai plus exactement ce qui s'était passé, mais vous voyez ce genre de mèche, on va chercher les sommets, ici, on prend tous les stops, et on va chercher également les plus bas. Voilà. Et bien ça, c'est une bougie qu'on pourrait avoir pour prendre la liquidité des deux côtés. Et il peut y avoir des setups qui s'exécutent dans ce cas-là, quand on a des chasses de liquidité, vous voyez qu'on a ce genre de prise là, hop, et une clôture dans le rouge, bah ça c'est des signaux assez bearish, hein. C'est classique. Pourquoi? Parce que au-dessus de ces sommets-là, on a des stop loss. Le fait d'avoir des stop loss, qu'on les exécute, c'est des stop loss de short, c'est du buy market. Le fait de ne pas avoir un short squeeze, c'est-à-dire qu'en face on a de la contrepartie, ok, qu'on a une réaction vendeuse, on a des vendeurs tout simplement qui se manifestent. Donc voilà, ça va falloir vraiment surveiller ça cette semaine. Après pour moi, BTC reste encourageant et BTC, on ne veut pas le revoir passer en dessous des 112 000 $. Ce qui peut arriver très rapidement, si on commence à avoir des annonces vraiment pas bonnes, enfin surtout un discours de Jérôme Powell qui est vraiment pas rassurant, le marché peut fortement pump ou dump dans les deux sens. Donc faut être prêt. Là on est vraiment dans une phase où c'est compliqué de se dire oui, Powell va dire ça et du coup le marché va pump, ou Powell va dire ça et du coup le marché va dump. Pourquoi? Parce que on ne peut pas avoir un pricing comme par exemple ce qu'on a ici sur les taux. Ça, le marché price ça, c'est-à-dire que c'est enregistré dans les cours. Par contre, on ne peut pas pricer un discours de Jérôme Powell. C'est pas possible. On ne sait pas ce qu'il va dire. Ok, les questions qu'on va lui poser, on ne peut pas les savoir en avance. On ne peut pas savoir ses réponses. Donc c'est impossible à pricer. Et c'est pour ça que c'est des phases où il y a énormément de volatilité. Quand Trump prend la parole et dit des choses, quand il y a une guerre, quand il y a des annonces comme ça qui tombent, qui ne sont pas prévues, qui ne sont pas pricées, c'est là où la volatilité est la plus importante. Et c'est pour ça qu'on est dans une semaine là où le plus important, c'est d'avoir un plan, d'accord, qui va être adapté à votre profil. Ça, c'est un point important. Vous avez votre profil, vous avez votre plan et il doit être absolument adapté. Pourquoi? Parce que si vous suivez le plan de quelqu'un d'autre, ok, et le marché va à l'encontre de ce plan, ça va être très dur mentalement de le tenir. Parce que ce n'est pas votre plan, il n'est pas adapté à vous, d'accord, et vous aurez du mal à le tenir. C'est comme quand vous investissez dans des cryptos, il n'y a rien de pire qu'investir dans une crypto où vous n'avez pas de conviction. Et souvent, si vous investissez dans la crypto que quelqu'un vous a conseillé, vous n'avez pas des convictions dans elle, parce que c'est pas suite à votre travail, à votre analyse, c'est l'analyse de quelqu'un d'autre, et souvent c'est là où vous allez panic sell le plus souvent. Donc moi, sur BTC en tout cas, si je parle d'un point de vue technique, j'ignore ce qui va se passer cette semaine, je reste bullish, ok. Tant qu'on tient ce niveau-là et qu'on n'a pas une réintégration et qu'on repasse sous le niveau des 110 000 $, là, ouais, à peu près, j'ai pas de quoi paniquer, j'ai pas de quoi de passer bearish, parce que pour moi, je vous avais dit, hein, la grosse résistance avant la TH, c'est ce niveau-là, des 117 000, ok, on a des chances de rejeter. Si on rejette, on peut revenir chercher l'extrémité basse pour repartir. Je vous rappelle, là, on a constitué quand même un beau bottom avec cette épaule, tête épaule inversée. Si on pull back, comme je dis, ça peut être une bonne zone pour chercher des longues, pour revisiter au moins les 117 000 $, voire la TH. Maintenant, si on commence à s'installer en dessous et qu'on commence à faire ça, bah là je serais très prudent pour la suite, parce que là on pourrait marquer un plus gros top et là réintégrer et retourner chercher à minima les 100 000 $.
Donc ouais, une semaine très importante, comme je dis, soyez quand même devant les écrans, juste ayez cette curiosité de vous dire: «OK, je n'anticipe pas ce qui va se passer, je vais juste observer, voir comment le marché réagit en fonction de ces annonces-là». Comme ça, et ben, je fais ça la prochaine fois et je fais ça encore la prochaine fois et puis comme ça dans 3, 4, 5 ans, je serai beaucoup plus à l'aise pour potentiellement trader ce genre de phase, OK? Je déconseille toujours de trader les news parce que c'est très compliqué et moi, c'est un type de trading qui ne m'intéresse pas. OK, des types de trading, il y en a plein, il y en a énormément. Le plus important, c'est d'être conforme avec le type de trading qui nous est propre, hein, qui tout simplement est adapté à notre psychologie, à notre profil. Moi, trader les news, ça ne m'intéresse pas spécialement, mais certains, ça peut l'être. Donc c'est pour ça, comme je dis, soyez devant les écrans. Voilà de ce côté-là pour le BTC. Comme j'ai dit, on reste quand même dans une tendance haussière, au moins là sur du moyen terme, tant qu'on tient ce niveau-là. Et sur du long terme, on reste également dans une tendance long terme. Je voulais reparler ça la dernière fois que j'ai complètement oublié, si ça veut bien, s'il veut bien charger. Ouais, ok, parfait. Ouais, parce qu'on arrive bientôt sur la période octobre-novembre 2025. Historiquement, on a toujours posé des tops à peu près dans cette période-là, sur des cycles haussiers. On voit le top de 2017, c'est un mois de décembre. Le top de 2014, c'est un mois de décembre, novembre-décembre à chaque fois. Et le top de 2021, c'est novembre-décembre. Donc on voit que historiquement, à peu près tous les 4 ans, ok, on pose un top à cette période-là, 2021, 2025. Donc c'est pas pour vous faire peur, ok. On est un peu dans une phase où on peut se dire, ce cycle est différent. C'est quelque chose que j'entends. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas juste sur du pump and dump. On a fait un ATH avant la ligne, chose qui est une première. On a l'arrivée des institutions. Est-ce que c'est différent? Peut-être, mais peut-être pas également. Et quand on regarde, pareil, il y a des points importants à prendre en compte. C'est à chaque fois qu'on a un halving, souvent on pose le top 17 mois après. Ça a été le cas ici. Ça a été le cas également ici. Bah, si c'est le cas, ça nous donne ici un top en à peu près septembre 2025. Alors attention, cette charte n'est plus à jour. Il ne donne plus les données. Il faudra que je reporte cette charte depuis un moment, enfin sur une autre charte. Mais ça m'embête parce que c'est pas toutes les graphiques qui ont autant d'historique de prix depuis 2011 sur le BTC. Mais ouais, le cours n'évolue plus. Bon, dans tous les cas, vu qu'on est en mensuel, c'est pas impactant pour le moment, ça le sera dans 2-3 mois. Donc voilà, septembre-octobre, on peut avoir un top, pareil, entre le bottom et le top. Souvent, on a 35 barres là, 35 mois. On le voit ici, il me semble que c'est ça, 35 mois. 1065 jours. Vous voyez, hop, point le plus bas, top, pile poil, 1066 jours. Là, point le plus bas, top, 1065 jours. Point le plus bas, top, 1065 jours. Si on reporte, pareil, ça nous donne à peu près octobre. Donc, on arrive dans une phase où va falloir voir comment le marché réagit. Moi, honnêtement, pour le moment, je reste bullish, ok? Je reste bullish, je ne panique pas. Par contre, si je commence à avoir des signaux pas terribles, en plus d'un point de vue temporalité, on est dans une phase où on pose souvent des tops, et ben, je vais être méfiant et peut-être réduire mon exposition. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Voilà, je préfère vous dire un peu ce que j'en pense et quelque chose que je prends en compte, c'est quand même la temporalité, c'est quand même un point important, mais je ne me base pas que là-dessus. Bien sûr, j'ai toujours ici une base technique qui me permet d'avoir des confirmations de retournement ou pas. Voilà de ce côté-là pour BTC. Au niveau d'Ether. Alors, Ether, pour le moment, il est en train de pullback sur le niveau des 4500. Moi, je vois rien d'alarmant. Pour le moment, on revient chercher une bonne zone de localisation pour potentiellement chercher des longues. Ok, parce que Ether, c'est très simple. Il est dans une grosse phase de latéralisation depuis à peu près un mois. Déjà, Ether, si on vraiment dézoome, il est dans un gros range sur du long terme depuis 4-5 ans. Okay, depuis 2021, il est en train de range. Il est proche de son extrémité haute. Déjà, c'est une zone où sur du long terme, c'est impossible de se positionner là. Là, j'ignore la charte. Je me dis, ok, je suis pas sur Ether, je commence pas à me faire biaiser parce que c'est vrai que j'ai une affection pour Ether qui est un très bon projet. Mais si j'enlève ça, je parle juste d'un point de vue technique, on est sur une extrémité haute. C'est un fait. On est sur un haut de range. Est-ce qu'un trader, un investisseur professionnel se positionne en tant qu'acheteur sur un haut de range? Non. On se positionne toujours sur une extrémité basse, d'accord? Parce que c'est comme ça qu'on trade un range. L'extrémité basse, on cherche des longues. L'extrémité haute, on cherche des shorts ou au moins à réduire son exposition. Je ne shorterai pas Ether ici. Par contre, je pourrais potentiellement réduire mon exposition, prendre un premier TP1 pour ceux qui ne l'auraient pas fait et qui sont déjà positionnés sur une extrémité basse. Maintenant, si je dézoome, et bien là c'est pareil. On est dans un range ici depuis un petit moment, à peu près un mois. Voilà, le range, je le dessinais à peu près comme ça, moi de mon côté. On est dans un range depuis un mois. On revient chercher l'extrémité haute, on rejette et on a à peu près le milieu de range ici qui nous a formé cette pattern de retournement sur un tunnel 4 heures, ok, sur un point pivot monthly de mémoire également, oui, qui est là.
qui est juste ici où j'ai tracé mon trait juste par-dessus, mais on a un point pivot monthly à ce niveau-là, donc on a posé un bottom. Comment je le vois qu'on a posé un bottom? Tout simplement parce que on a eu hop, une phase de latéralisation à ce niveau-là, une grosse pattern de retournement qui a été réalisée. On a break. Et là, on est en train de retester ce niveau-là. On est sur une très bonne zone de localisation pour actuellement chercher des longues. Niveau de support, tunnel 1 heure. On a également des nouveaux points pivots weekly, comme je l'ai dit, qui sont créés. Hop, on est repassé en dessous. Là, on l'a break. 4547. On a un point pivot weekly ici, 4330. Et un proche de la TH, 4820. Dans tous les cas, sur Ether, je reste également bullish. Ma condition pendant un long moment, ça a été de break ce niveau-là. On voyait il y avait pas mal de mèches hautes, ça nous montrait qu'on avait pas mal de vendeurs qui défendaient ce niveau-là. Le fait de break ici et de pullback, c'est un niveau qui a de grandes chances de faire office de support. Pourquoi? Parce que tous les vendeurs qui ont short ici, actuellement, ils sont bloqués. Le fait de revenir retester leur prix d'entrée, c'est potentiellement des shorts qui vont clôturer leur position, ok? Et on peut avoir ici, c'est comme ça qu'on flippe des zones de résistance en support et avoir ici une réaction acheteuse. Dans tous les cas, moi sur Ether, je reste bullish et je commencerai à être méfiant si on commence à avoir une clôture daily va aller 4440. Globalement, qu'on repasse en dessous de ce niveau-là, qu'on ait de l'acceptation, là ça serait moche, oui, et on aurait de grandes chances de revenir chercher ces creux-là. Donc moi, sur Ether, je reste optimiste. Le plus réaliste, c'est d'aller faire un nouvel ATH et avoir de l'acceptation, ok? Maintenant, dans tous les cas, c'est pas parce que je dis qu'on a plus de chances d'aller faire un nouvel ATH à nouveau que je commence à FOMO longue. Moi, le plus gros taf a été fait sur Ether dans cette zone-là, à ce niveau-là, et également dans cette zone-là. D'accord? J'ai pris mes profits sur la montée, j'avais même allégé une partie ici parce qu'on était dans une bonne zone de localisation. Là, on est également dans une bonne zone pour alléger et je continuerai bien sûr d'alléger si on commence à faire un nouvel ATH et aller plus haut. La différence, c'est que moi, je suis beaucoup plus serein sur Ether parce que quand on a un prix d'entrée à 1500 $, ok, bah, on est plus serein que la personne qui a un prix d'entrée à 4500 $. Parce que si on fait ça, bah, cette personne est en drawdown, cette personne, mentalement, c'est plus compliqué à gérer une position que moi qui suis toujours sur un potentiel x2, voire x3. Donc voilà, moi sur Ether, comme je l'ai dit, je reste bullish. Par contre, en daily, je ne veux pas avoir ici, je ne veux pas perdre réintégrer ce niveau-là. Globalement, sur Ether, si je dois me prononcer, sur du moyen terme, on aurait une inversion de notre dynamique si on commence à perdre et à s'installer sous les 4400. Ok, ça serait pas terrible. Même si on serait dans le tunnel 4 heures, on serait sur la réintégration d'un range assez important. Si vous voulez prendre large, vous prenez 4300 pour vraiment être sûr. Et sur du long terme, ce que j'aimerais vraiment pas, c'est passer sous ce niveau-là. Parce que si on passe sous ce niveau-là, là déjà pattern de retournement, ok, structure en M, réintégration de ce niveau-là. Là pour moi, c'est déviation au niveau du range. À ce niveau-là, prise de liquidité, pattern de top. Voilà, c'est moche. Hein. Et là, je pense que pendant les 6 prochains mois, on va se faire un peu chier sur Ethereum. Bon, dans tous les cas, en général, je préfère pas anticiper ça, même si souvent c'est ce qui se passe quand on a des réintégrations de gros niveaux. Hein. Vous voyez, quand on a des gros niveaux comme ça qui réintègrent, bah, bam, on part et on perd quand même un niveau important. Même mine de rien, quand on perd ce niveau-là, même si c'est un bottom, bah, on met du temps quand même à s'en remettre. Hein. 3, 6, 8, là, il faut à peu près 3 mois pour repartir à la hausse. Donc voilà, Ether, je reste bullish, toujours des moyennes mobiles orientés à la hausse sur du moyen long terme, mais je reste quand même prudent pour la suite. Et comme je dis, on a une semaine qui est plutôt chargée. Alors, au niveau des altcoins, bon, on a des cryptos qui corrigent plutôt pas mal, ok. On avait vu sur Total 3, je rappelle, Total 3 c'est quoi? C'est l'ensemble du market cap des altcoins en excluant BTC et Ether. Donc là, on filtre les deux mastodontes, on les enlève, d'accord? Ce qui nous permet de ne pas être, d'avoir une charte qui est un peu plus lisible sur les altcoins, parce que si on inclut BTC et Ether, eh ben, ça nous donne ça, ok. Donc là, on voit qu'il y a une grosse différence et que cette charte, globalement, ressemble à celle du BTC. Qu'on met Total 2, voilà, c'est déjà un peu plus représentatif, mais ici, pour les altcoins, je préfère mettre Total 3. Et bien, on est sur résistance, d'accord? C'est un fait. On est proche de l'ATH. On a fait un nouvel ATH à ce niveau-là. Là, je ne sais plus si on a refait un nouvel ATH, mais globalement, on peut dire qu'on est en ATH. Sauf qu'on est sur un niveau de résistance. Et je rappelle, je suis toujours méfiant sur les niveaux comme ça de résistance, parce que si on rejette et qu'on pose un top, ça serait pas terrible pour les altcoins. Maintenant, honnêtement, si on break, on peut avoir des altcoins qui s'amusent. Hein. Et là, on peut avoir une altcoin season. Hein. Et là, on peut avoir une bonne baisse de la Bitcoin dominance.
ici, je vous montre, Bitcoin Dominance, on est toujours baissé, d'accord? C'est vrai que d'habitude, la Bitcoin Dominance baisse plus rapidement. Et ben là, en tout cas, déjà, on a eu une première mini altcoin season, c'est un fait. Le fait d'être passé de 65% à 57%, on a vu des altcoins qui ont très bien performé, ok? Oui, on n'a pas eu de x10, x15 comme il y a eu en 2021, c'est un fait, mais on a eu quand même des altcoins qui ont très bien performé. Et si Total 3 commence à passer cette zone de résistance, ça serait très bon pour la suite et on aurait de grandes chances d'avoir une altcoin season, c'est un fait. Maintenant, je pense pas qu'on aura une altcoin season sur toutes les altcoins. Il va falloir choisir les meilleurs altcoins. Il y a des cryptos qui ne vont pas se relever. Vous voyez, bon, Bitcoin Cash, ouais, encore, bon, c'est pas le meilleur exemple parce que même si on a fait une bonne performance, si je prends historiquement, pour moi, il n'ira pas faire un nouvel attache. Mais il y a des cryptos, ils font pas grand chose. Ouais, ETC, c'est moche. Et je pense pas que c'est une crypto qui va faire un x10 si on a une altcoin season. Pour moi, il faut se positionner sur des projets qui ont déjà montré qu'ils avaient du potentiel. Je pense à Hyperliquid, je pense à AVE, voilà, ce genre de projet. Même Tao, c'est plutôt pas mal, même si c'est mou en ce moment. Voilà, je pense à ce genre de cryptos qui ont clairement un potentiel et qui, surtout d'un point de vue fonda, ont un intérêt, d'accord, ont des acheteurs qui sont là, ok, et qui, peu importe, en fait, si un projet est intéressant d'un point de vue fonda, même dans des périodes compliquées, il y aura toujours des acheteurs, il y aura toujours de l'intérêt. Mais quand on parle de projets qui n'ont plus trop d'intérêt, comme par exemple ETC, eh ben, c'est beaucoup plus compliqué, d'accord? Ouais, même LTC, c'est pas ouf. Donc pour moi, on va surtout avoir des altcoin season, on va dire, par secteur ou par crypto. Et je pense pas que c'est toutes les cryptos qui vont performer. Donc c'est là, on est dans une phase où prenez les cryptos qui sont les plus fortes, prenez les cryptos qui ont montré comme quoi ils étaient résilients. Vous voyez, Chainlink, c'est plutôt pas mal. Solana, c'est très bien. BNB, c'est pas mal. Même si on est en ATH pour faire de la continuation de tendance, c'est très, très intéressant. Comme je l'ai dit, on a du Hyperliquid, on a du AVE, ce genre de cryptos qui, pour moi, sont des cryptos fortes et qui ont plus de chances de continuer à être fortes. Ça sert à rien de se positionner sur 40 000 cryptos, choisissez sans, vous m'avez compris, 3-5 là à peu près, pour commencer. Pour quelqu'un qui débute, franchement, 3-5 cryptos, c'est suffisant. Quelqu'un qui a un peu plus d'expérience, il peut monter à 10-12. Ça sert à rien d'avoir, par contre, 40 cryptos, c'est inutile. J'ai déjà eu une phase où j'avais énormément de cryptos, ça m'a pas servi énormément. Je fais une analyse rapidement de BNB, puisqu'on me l'avait demandé, et après on verra le marché US, et on s'arrêtera là. Alors, BNB, c'est ATH. ATH dans le plus grand des calmes. Silence total, ok. Il fait sa vie. On est quand même sur une crypto à une forte capitalisation. Donc voilà, on est quand même passé du plus bas là, à 200 $, à proche des 1000 $. On n'est pas loin du x5. Donc il fait une très bonne performance, d'accord. BNB, j'ai pas envie de dire étonnant, mais c'est une crypto qui se démarque. Et c'est là où, en tant que trader, on ne doit pas se poser la question spécialement de pourquoi cette crypto se démarque, on doit surtout se poser la question de qu'est-ce que je fais. Parce que si on commence à rechercher pendant 3 semaines pourquoi cette crypto se démarque, souvent c'est trop tard. On pose un top, hop, finito, et au final on arrive trop tard. Non, notre but c'est pas de se demander pourquoi ça monte, c'est de se demander qu'est-ce que je peux faire actuellement. Et vous voyez qu'on a comme ça des moyennes mobiles orientées à la hausse, bah ça, pour l'intraday, ouais, le tunnel 15 minutes c'est très intéressant. Et qu'est-ce qu'on fait? On le pullback une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois ici, 5 fois. Après, on le casse au bout d'un moment. On le casse pour revenir chercher le tunnel 1 heure. Potentiellement, on va poser un bottom ici et on va repartir. Mais globalement, ce que je veux vous faire comprendre, c'est ce genre de crypto, c'est très intéressant pour faire de la continuation de tendance. D'accord? On prend des moyennes mobiles, ok, on les trace pas, ils se mettent automatiquement. On attend des pullbacks et quand on a des pullbacks, on surveille une réaction acheteuse pour se positionner. Maintenant, pour moi, c'est une crypto qui est très bullish et une invalidation long terme pour ceux qui pourraient demander. Ça serait pas bon de repasser sous les 750 $. C'est un fait. Même déjà repasser sous les 850, ça serait pas terrible, je pense, ce dernier niveau-là. Et si on pose également une pattern de top comme ça serait pas terrible. Mais pour le moment, on aura le temps de reparler. On est très bullish sur BNB et on a plus de chances de continuer. Le marché US qui est plutôt pas mal aujourd'hui, qui continue ATH sur ATH, et tant mieux, hein, le fait d'avoir ici un marché US qui pump, on a plus de chances d'avoir des cryptos qui suivent. En général, on a une corrélation assez importante, pas tout le temps, hein, la preuve encore aujourd'hui, mais ouais, S&P qui va aller chercher son extension, on l'avait vu ensemble, entre les 118 et 100% d'extension, mais pareil, hein, SP500 c'est pareil avec la décision de Powell, enfin le discours de Powell et tout ce qui entoure, ça va avoir un gros impact et il faudra surveiller qu'est-ce qui se passe sur le SP500. Voir si également on a une corrélation entre ce que va faire le SP500 suite aux annonces de Powell et le marché crypto. Tout ça, ça va être intéressant à prendre en compte. Maintenant pour moi, SP500, Nasdaq, toujours dans un flux haussier, toujours dans une dynamique haussière, ATH sur ATH, on met des moyennes mobiles et on vise la continuation de tendance.
Je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous rappelle, si vous voulez profiter du concours, n'hésitez pas à rejoindre le Discord en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.